Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là. Moi, je suis une grande habituée des Assises, qui est un événement annuel auquel je suis très attachée. C'est un moment où enfin on peut se retrouver, parce qu'avec les collègues, les confrères, les consoeurs, en fait on se parle beaucoup sur des boucles WhatsApp, mais on a peu de temps pour se voir physiquement, donc c'est chouette pour ça. Et puis évidemment surtout pour vous rencontrer et répondre à vos questions, à la fois dans le cadre de cette table ronde, mais aussi dans les allées des Assises toute la journée. Ravie également d'animer cette table ronde importante. Importante pourquoi ? Parce que j'imagine tous autant que vous êtes plus ou moins familiers de cette notion de procédure Bayon dont on entend beaucoup parler dans les médias sans réellement savoir concrètement de quoi il s'agit en dehors des grandes actualités. Et donc l'idée c'était de pouvoir nous réunir avec un panel de qualité et pouvoir concrètement raconter et documenter ce qu'on entend par procédure Bayon et surtout les effets massifs sur la production de l'information et sur l'intimidation à l'égard des journalistes et des médias. Le titre est assez clair, procédure Bayon, le prix de la vérité, point d'interrogation. Je pense qu'on pourrait même enlever le point d'interrogation tellement le prix est élevé. Pour discuter de ce sujet. J'ai beaucoup de chance d'avoir trois femmes à mes côtés qui travaillent chacune à son niveau sur cette question des procédures Bayon, mais en règle générale des intimidations à l'égard des journalistes. Laure Chauvel, bonjour. On va se tutoyer parce qu'il n'y a pas de raison. Tu es responsable du desk France-Italie à Reporters sans frontières. Lucille Berland, salut. Tu es journaliste, cofondatrice de l'OFALP. Alors, peut-être RSF, pas forcément besoin de dire ce que c'est. Je pense que tout le monde est familier. En revanche, l'OFALP, peut-être que tu peux dire deux mots, Lucille, rapidement, sur ce que c'est l'OFALP. Très vite, merci beaucoup Nassira. L'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, donc, qui est né en marge des Assises il y a 3 ans, réflexion embryonnaire il y a 3 ans, et qui vient de sortir son premier rapport au mois de février sur les atteintes de 2024. Et le but, c'est de sortir un rapport annuel et de mettre un visage et des chiffres sur les atteintes, toutes confondues, pas que les procédures Bayon, c'est plus large que ça, mais y compris les procédures Bayon en France, pour pouvoir se compter et mieux se défendre. Et c'est assez émouvant de se souvenir des débuts de réflexion sur ce qui n'était pas encore l'OFALP à l'époque. Moi, je me souviens très bien, on était dans la grande salle, et c'était pas au Vinci, c'était, je crois, dans une autre structure. Comment ? Exactement, c'était au MAM. Et je me souviens à ce moment-là où tu commençais à réfléchir avec d'autres collègues sur ce qu'allait devenir l'OFALP. Donc c'est assez émouvant de se dire que ça y est, ça a enfin vu le jour. Sophie Brondel, bonjour. Tu es en charge du développement international et du plaidoyer à Cartooning for Peace, et tu vas être là pour nous indiquer également ce que c'est les atteintes et les attaques contre les dessinateurs de presse, dont on n'entend pas beaucoup parler, et ce sera l'occasion de l'évoquer aujourd'hui. Alors d'abord, une question toute simple, mesdames. C'est quoi une procédure Bayon, concrètement ? Je me lance. Déjà, merci Nassira pour cette modération. Merci à toutes et tous d'être là. En effet, sujet important, sujet compliqué à définir. Et je pense que nous 4, et peut-être 5 bientôt avec Alexandre qui va arriver, on va apporter chacune des pierres à cet édifice que sont les procédures Bayon. Et en fait, c'est un concept assez compliqué. Et en même temps, dans son nom, on comprend rapidement ce que c'est, procédure. Donc on parle de procédure judiciaire, Bayon, qui vise à bâillonner des personnalités publiques. Là, on va parler plutôt de mon point de vue des journalistes, mais les procédures Bayon, ça touche aussi les chercheurs, les chercheuses, les lanceurs, lanceuses d'alerte. Et en fait, on a essayé de le définir à RSF, mais avec d'autres organisations, pour essayer de lutter contre et de les rendre visibles. Les procédures Bayon, en fait, c'est une façon qu'ont généralement des acteurs puissants. On parle d'hommes ou de femmes d'affaires, de groupes d'agro-industrie ou d'élus, qui, du coup, utilisent le droit
pour bâillonner, pour intimider, pour asphyxier des médias. C'est une forme feutrée d'intimidation, mais qui est redoutablement efficace. Ce sont des procédures judiciaires disproportionnées, qui sont excessives, déraisonnables, et qui tentent vraiment d'exploiter un déséquilibre de pouvoir. C'est souvent des gros qui attaquent des petits, des personnes qui ont du pouvoir, qui attaquent des... et on parlera peut-être davantage des médias, des journalistes qui sont attaqués, mais c'est souvent des petits médias, je pense notamment à certains médias indépendants locaux qui en subissent les frais et qui, pour certains, doivent aujourd'hui fermer sous le coup des procédures bâillons. Et le concept de procédure bâillon, il réunit deux éléments cumulatifs qu'il est important d'avoir en tête, à la fois un acte de participation au débat public, donc ça vise des personnalités qui participent au débat public, au débat d'intérêt général, et qui donne lieu à des poursuites abusives. Donc ça, on part de ces deux points-là, et ensuite, c'est à nous, organisations, qui monitorons et qui aidons aussi les victimes de ces procédures-là, d'essayer de les qualifier en fonction des procédures qui s'accumulent les unes après les autres. Dernier point, et je vous laisserai compléter ensuite, mais rappelez vraiment que, et c'est le titre de cette table ronde, que les procédures bâillons, ça coûte cher. C'est vraiment en termes déjà en termes d'argent, mais aussi en termes de temps, d'énergie. Parfois, c'est des médias avec 4 salariés qui sont attaqués et des procédures judiciaires qui sont coûteuses, qui prennent du temps pour y répondre. Il faut un avocat, une avocate pour se défendre. Et ça, c'est très problématique aujourd'hui quand des médias reçoivent toutes les semaines des lettres recommandées pour des plaintes en diffamation, par exemple. Mais les prédateurs de la presse, de la liberté de la presse aujourd'hui sont très inventifs et contournent aussi ce droit-là pour bâillonner les journalistes et les médias. On y reviendra, merci beaucoup Laure. On y reviendra évidemment sur la diversité des procédures et ce contournement dont tu viens de parler, Laure. Est-ce que c'est difficile de chiffrer les procédures bâillons, d'en faire un recensement le plus exhaustif possible? Je parle précisément de la France et puis on élargira évidemment après au niveau européen. Oui, c'est infiniment difficile de chiffrer le phénomène. Il y a un chiffre qui existe au niveau européen, vous me reprenez si je me trompe, les consoeurs, mais qui existe, qui est que de 2010 à 2023, il y a à peu près 1304 ou quelque chose comme ça, en tout cas 1400 procédures qui ont été recensées au niveau... Ah pardon, on m'entend mieux là. Au niveau européen. Procédure bâillon, donc ça c'est au niveau européen, mais par exemple dans ce même rapport qui est le rapport de la coalition CASE que vous pouvez aller voir en ligne, qui est public et qu'on trouve en ligne en tapant CASE Coalition Against Slap Actions. Slap Actions, c'est le terme anglais pour parler des procédures bâillons, tout bêtement. Mais en effet, c'est hyper difficile à référencer et à visibiliser. Parce que, tu vois, typiquement, sur 2024, je crois que dans le rapport CASE, il n'y a pas de procédure bâillon qui sont remontées. Or, on sait qu'il y en a. Forcément, c'est sûr qu'il y en a. Pas qu'en France, à l'étranger aussi. Et donc, à l'échelle européenne, il y en a forcément. Et donc, nous, par exemple, dans le rapport sur les atteintes 2024, le premier rapport de l'OFALP, sur la quinzaine d'atteintes qu'on a recensées dans notre chapitre sur les atteintes judiciaires, il y en a 3 qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler une procédure bâillon. Je pense notamment à l'affaire Jean-Michel Aulas à Lyon, qui a attaqué Rue 89 pour une enquête qui révélait... des histoires de sa holding Allnest qui tient avec son fils aux États-Unis et des investissements dont il n'avait pas forcément trop envie de parler. Et il y a cette procédure-là. Et donc, en effet, elle a un coût. Je te rejoins totalement, Laure. Un coût qui a un impact direct, bien sûr, sur les journalistes et les rédactions. Coût financier, coût psychologique, c'est une pression énorme. Il faut savoir aussi que régulièrement, dans les procédures bâillons, les plaignants, ceux qui portent en justice les médias ou les journalistes, se retirent juste à la fin du délai réglementaire, c'est-à-dire un peu avant les 3 mois, au-delà desquels ils devraient normalement payer des frais, etc. Et bien là, ils se retirent juste avant. Donc en fait, la pression a été maintenue très longtemps. Les journalistes préparent leur défense, ils mobilisent des avocats, ils dépensent de l'argent, ils sont stressés. C'est quelque chose qui est quand même pas anodin. C'est la méthode dans la méthode. Exactement, et la pression dans la pression. Et donc, vous imaginez bien l'effet en chaîne.
quand c'est un journaliste dans une rédaction, c'est ensuite sur toute la rédaction aussi que cette menace pèse. Les collègues aussi vont se dire « Ok, mais lui, il a enquêté sur Jean-Michel Aulas. » Mais en fait, tous les autres confrères de la rédac vont se dire « Merde ». Ensuite, tous les autres médias lyonnais vont en entendre parler. Ils vont se dire « Ok, à chaque fois qu'on enquête sur Jean-Michel Aulas, ok, on va peut-être y réfléchir à 3 fois ou 4 et voir si on a les épaules. » Et puis, sur tous les médias et tous les journalistes, par la suite, sur ces thèmes-là ou sur ces personnes-là, qui sont parfois des multirécidivistes de la procédure Bayon. Donc c'est compliqué à recenser, à visibiliser, et aussi pour peut-être une dernière raison, on ne va pas toutes les évoquer bien sûr, mais j'en parlais avec un avocat spécialiste en droit de la presse encore très récemment, qui me disait que régulièrement les médias ou les journalistes ne publicisent pas, ne parlent pas ouvertement de ces procédures pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'ils ont peur que ça fasse mauvaise presse, c'est le cas de le dire, mais de se dire comme on est attaqué en diffamation par quelqu'un, on a peur qu'auprès du grand public, si on en parle, le grand public se dise « Ah, mais c'est parce que les journalistes ont mal fait leur travail ». C'est vrai que du coup, dans un contexte où le journalisme et les journalistes sont pointés du doigt et qu'il y a une défiance très importante vis-à-vis des journalistes, c'est encore plus dur d'endosser ce genre de situation et de se dire que le grand public va croire en notre bonne foi et ne va pas considérer que le plaignant est dans son bon droit de nous attaquer. Donc voilà, il y a plein de cas qui n'émergent pas non plus publiquement. Et là, cet avocat me parlait d'un cas très important en ce moment, qui a lieu depuis 1 an. Il y a eu une plainte en diffamation d'un grand groupe industriel français. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je n'ai pour l'instant pas l'accord des journalistes et des avocats qui ont leur raison. Voilà, mais en tout cas, d'un gros industriel sur un scandale à la fois environnemental et sanitaire. Et ça fait 1 an ou 1 an et demi que la procédure est lancée et que ces journalistes-là se disent zut avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et en fait, c'est pas publicisé parce que le média en question a peur pour sa réputation, etc., etc. Donc ça rend les choses encore plus compliquées. Oui, tu as raison de notifier la question de l'autocensure également, qui fait partie malheureusement des difficultés auxquelles on est confronté sur le terrain en tant que journaliste. Sophie Mondel, peut-être est-ce qu'il y a une particularité des procédures Bayon à l'égard des dessinateurs de presse et quelle est la situation en France précisément à ce sujet ? Merci de nous avoir conviés à cette table ronde. Alors, par rapport à la définition de la procédure Bayon, c'est vrai que souvent on retrouve des critères cumulatifs, donc en fonction de l'élément de définition. On rentrera dans ce cadre-là ou pas. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la France, alors nous, en fait, on est juste en 2 mots, mais on est un réseau international de dessinateurs de presse de près de 80 pays. Et donc, on est plus peut-être identifié à l'échelle internationale. On fait une veille quotidienne des dessinateurs menacés. On est peut-être moins identifié en France et par ailleurs, les menaces quand même sont moins fortes en France. Alors évidemment, on a en tête les 10 ans de la commémoration des attaques contre Charlie Hebdo, mais fort heureusement, ce type d'attaque ne s'est pas réitéré. Et donc en termes de menaces contre les dessinateurs de presse, on a moins de menaces en France, fort heureusement. Mais ce qu'on peut dire sur les procédures Bayon en France, alors à notre connaissance, mais encore une fois, il y a une difficulté aussi de recensement qui existe, donc on n'est pas forcément exhaustif, mais en France, en fait, nous, ce qu'on peut évoquer, c'est un cas qui date d'il y a quelques années, mais qui a visé Charlie Hebdo, en fait, qui est souvent menacé de poursuites judiciaires, mais finalement, ces poursuites judiciaires n'ont pas lieu, ne se concrétisent pas. Et ils ont été visés par le régime turc, en fait, il y a quelques années, pour insultes contre Erdogan. Et finalement, cette procédure-là n'a pas abouti. Mais c'est typiquement un exemple de procédure Bayon à l'échelle extra-territoriale qui pourrait viser un journal et qui, heureusement, n'a pas abouti. Et je pense aussi à un dessinateur de presse italien, alors plus récemment, Mario Natangelo, en fait, qui avait fait un dessin de presse dénonçant les propos racistes d'un membre du gouvernement de Meloni, le ministre de l'Agriculture en l'occurrence, qui est rattaché à la famille de Meloni, et celui-ci voulait le poursuivre en diffamation. Donc là, on est typiquement dans un schéma de procédure Bayon, potentiellement avec une autorité politique qui vise à faire taire un dessinateur qui met en avant le racisme supposé, mais d'un membre du gouvernement. Donc ça s'inscrit dans le cadre des procédures Bayon. Et après, au-delà, mais j'y reviendrai après, nous, par rapport aux procédures judiciaires qu'on recense, la criminalisation des dessinateurs de presse à l'échelle mondiale, en fait, c'est vraiment un phénomène qui est en
hausse. C'est la principale menace en chiffres en fait, qu'on identifie, puisqu'on a 22 cas de procédures judiciaires abusives à travers le monde recensés. Et en fait, là, ça se rattache aux procédures Bayon, dans le sens où, de toute façon, ce sont des procédures abusives et qui visent à censurer le dessinateur qui interpelle le pouvoir, qui se moque du pouvoir. Mais par contre, ce sera souvent une source étatique. Donc, c'est pas évidemment ça vient peut-être mettre en écho des dérives autoritaires qu'on peut observer en Europe et avoir ce regard en miroir aussi. C'est intéressant, mais je l'apporterai après sur ce qui se passe au niveau mondial. Et on y reviendra. Et où est-ce que se situe la France, Laure Chauvel, dans ce panorama des procédures Bayon? On sait malheureusement que la France recule d'année en année sur le classement de la liberté de la presse. Est-ce que c'est le cas aussi, du coup, de manière corrélée, sur la question des procédures Bayon? Alors la France, elle stagne plutôt ces dernières années, on va dire, et puis on verra ce que révèle le classement mondial de la liberté de la presse de RSF qui sera dévoilé le 3 mai prochain. La France, elle stagne ces dernières années, alors qu'elle pourrait vraiment, en tout cas, elle a les recommandations sont sur la table sur beaucoup de sujets, notamment sur les procédures Bayon. Mais là, je vais reprendre l'étude de la coalition CASE qui place du coup à l'échelle de l'Union européenne la France en 3e position dans le top des pires États en matière de procédures Bayon. Oui, pardon. Mais en tout cas, il le classe dans... Exactement. Donc, c'est le 3e État qui est le pire en la matière. Derrière ou devant, ça dépend comment on le prend. La Pologne et Malte. L'Italie est pas très loin derrière également, mais effectivement, il y a une croissance, mais en fait, c'est compliqué de monitorer ça et complètement. Donc, il y a une visibilisation qui est très compliquée de ces procédures Bayon. Il faut d'abord les caractériser, il faut ensuite les rendre visibles. Et la France, elle se place à cette échelle-là parce que y a une accumulation croissante et parce qu'il y a un nombre d'acteurs qui ont la possibilité de traduire en justice des médias qui est assez phénoménal. Je pense à des milliardaires notamment qui n'hésitent pas, donc soit en passant par des procédures Bayon, soit en passant par d'autres moyens dont on pourra parler ensuite, mais qui n'hésitent pas à porter plainte, surporter plainte contre des médias et des journalistes. Je passe beaucoup de temps à regarder à RSF les plaintes que les médias et les journalistes m'envoient. C'est des plaintes qui sont vraiment écrites sur des bouts de table avec des fautes d'orthographe qui ne visent pas à gagner. Et en fait, le but, et Lucille l'a très bien dit, c'est l'autocensure. C'est pas du tout d'arriver à condamner un média ou un journaliste. Voilà. Donc la France, elle est là-dessus, son arsenal législatif est faible en la matière. On parlera après de la directive européenne qui vient lutter contre ça et qui doit être transposée dans le droit français. Mais effectivement, derrière la Pologne et Malte, par exemple, pour donner un exemple assez précis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'assassinat en 2017 de la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui, lorsqu'elle a été assassinée, donc sa voiture a explosé, c'est un attentat directement ciblé contre cette journaliste, elle était sous le coup de près de 50 procédures Bayon à ce moment-là. Donc, il faut aussi prendre en compte les menaces physiques réelles sur la sécurité des journalistes qui peuvent entrer là-dedans. Donc, on parle de pression psychologique. Il y a un fort coût psychologique, administratif, mais aussi qui peut amener à un épuisement et à cette autocensure, mais également qui s'inscrit dans des pressions beaucoup plus larges. En général, quand il y a une procédure Bayon, c'est accompagné d'un cyberharcèlement, c'est accompagné d'autres pressions qu'on connaît peut-être mieux, malheureusement, mais qui sont rendues plus visibles. Mais il y a aussi derrière tout cet arsenal judiciaire qui est utilisé pour intimider et pour réduire au silence les journalistes. Oui, est-ce qu'on peut faire... Tu peux peut-être réagir là-dessus et ensuite, oui, tu peux compléter absolument et puis élargir aussi sur qu'est-ce que sont toutes ces procédures abusives. De quoi on parle quand on parle de procédures abusives, en l'occurrence la procédure Bayon, mais les autres et qu'est-ce qu'elles impliquent?
Alors, tu ouvres un chapitre là gigantesque parce que déjà rien que le terme abusif en droit, justement, on a eu beaucoup de mal dans ce rapport aussi. Et, enfin, c'est un vrai enjeu même juridique en fait, de poser le mot abusif sur quelque chose. En fait, déjà nous, on n'est pas la justice. Et en fait, à part la justice, je crois qu'on ne peut pas se permettre de le poser, ou du moins, on se permet collectivement de le poser parce que certaines des procédures judiciaires, on considère que, au vu de certains critères, notamment si elles sont répétitives, notamment du même acteur, faites sur un coin de table, comme tu disais, vraiment avec les pieds, et puis sur des motifs complètement illégitimes et qui ne se fondent pas finalement sur une contestation des faits, parce que très souvent, en fait, dans le fond, les faits ne sont pas contestés. C'est quand même ça qui est hallucinant, c'est-à-dire que très souvent, le travail est bien fait. En fait, les faits ne sont même pas tellement contestés. Parfois, ils le sont, mais en fait, très souvent, ces acteurs-là n'arrivent pas à prouver que les faits ne sont pas établis. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Et un peu dans les deux nouveautés, et pour compléter les consoeurs, Sophie parlait tout à l'heure d'acteurs étatiques à l'étranger. L'une des nouveautés là qu'on a, notamment avec un cas récent de procédure Bayon qui implique le média La Lettre, qui fait des révélations dans tout un tas de champs, mais notamment économiques, et la Monnaie de Paris, celle qui frappe la monnaie et notamment les médailles olympiques, et qui est sous tutelle du ministère des Finances et qui est un établissement public. On a eu une plainte en 2024, il me semble, 2024, oui, je crois ne pas me tromper sur la date, contre La Lettre, pour une histoire de justement, alors s'appuyant sur, donc ce qui est nouveau, pardon, je précise, c'est qu'à la fois c'est nouveau parce que c'est un établissement public et que c'est la première fois qu'on a une plainte s'appuyant sur le secret des affaires, et je vais expliquer en quoi c'est nouveau aussi. Donc là, il y a deux nouveautés dans un cas, pardonnez-moi. Mais donc à la fois, ça montre l'arrivée des acteurs publics sur des nouvelles tactiques et les stratégies dont tu parlais tout à l'heure, Laure, et qui nous inquiètent aussi, puisque à notre sens, et au sens commun, les acteurs publics se devraient d'être encore plus exemplaires quelque part. Et dans ce champ-là, des procédures Bayon, on avait plus des acteurs privés jusque-là, ou des personnalités individuelles, mais en tout cas pas forcément des acteurs publics, donc nouveauté. Et deuxième nouveauté, dans ce champ des procédures Bayon, depuis la loi du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires, on a un nouvel outil, là, en termes de droit, auquel peuvent accéder des acteurs, en l'occurrence des entreprises, en tout cas du monde privé, qui est ce fameux secret des affaires, et donc qui leur permet, alors sous cette volonté de, je m'étais pris quelques notes, mais de vouloir protéger, se protéger de l'espionnage industriel, de la concurrence déloyale ou de divulgation stratégique. Donc on peut se dire, bah oui, tout à fait, bien sûr qu'il faut protéger tout ça auprès des entreprises. Mais là, par exemple, l'enquête de La Lettre sur la Monnaie de Paris, ça raconte comment, notamment, des médailles olympiques ont été mal frappées, sont arrivées censurées, le lapsus, fissurées, et donc ont été renvoyées par les athlètes, ou comment s'appuie sur un rapport d'audit du cabinet Ernst & Young, qui est en partie divulgué dans ces articles de La Lettre, pour expliquer tout un tas de défaillances à la Monnaie de Paris. Donc on n'est absolument pas, je ne crois pas, dans des cas d'espionnage industriel ou de données données à la concurrence ou de divulgation stratégique, mais pour autant, c'est le secret des affaires qui est brandi et qui fonctionne et qui fait peur et qui là aussi intimide, demande à ces instances et à ces médias de mobiliser de l'argent, une batterie d'avocats, etc. Et comme tu le disais, selon la taille des médias aussi, notamment je pense aux médias indépendants, les petits médias avec une économie quand même fragile, qui sont déjà tout le temps, et vous le voyez bien si vous participez aussi à cet écosystème de médias indépendants, qui sont tout le temps en campagne de crowdfunding, qui ont du mal à boucler les fins de mois, où leur survie est franchement en jeu d'un mois sur l'autre parfois, ou du moins d'une année sur l'autre. Et là, c'est typiquement le genre de procédure. Dans l'affaire Olas, rue 89, c'est 5 à 10 rendez-vous avec un avocat et c'est 5 000 €, quoi. Et c'est juste pour une procédure. Et donc, c'est autant d'argent pendant ce temps-là qui n'est pas mobilisé à enquêter et à révéler des choses pour vous informer sur votre santé, sur l'éducation, sur le logement, sur la société, sur l'environnement, etc. Donc, c'est en ça que c'est grave aussi. Je ne voudrais pas qu'on apparaisse ici comme une espèce de rempart, tu sais, un peu corporatiste. On est des journalistes et on fait un peu nos petits caliméros à se plaindre de ce qu'on vit. En fait, à chaque fois qu'on vit une procédure Bayon, c'est surtout que ce qui nous emmerde, au-delà, en plus du côté psychologique, financier, etc., c'est qu'on ne peut pas vous informer.
informés et qu'on ne peut pas faire sortir ces infos ou moins, ou que ça prend sur des budgets d'autres choses, etc. Donc c'est toute la société, tous les citoyens et toute la démocratie qui en est bâillonnée. Et juste à ce sujet, sur la question du secret des affaires, Laure, rappelons aussi que déjà à l'époque, au moment où la loi avait été discutée, beaucoup de collectifs, de syndicats, d'organisations non gouvernementales, y compris RSF et d'autres, avaient alerté sur le risque de cette clause du secret des affaires, qui est en fait quelque chose qui peut être très large, entendu de manière très large. La preuve ici avec l'affaire La Lettre, La Monnaie de Paris. Donc il y a eu des alertes, il y a eu des avertissements et malheureusement, voilà, on y arrive, quoi. Oui, complètement. Et là-dessus, ça touche aussi vraiment à un autre sujet, mais qui est important, qui est la protection du secret des sources. Et là-dessus, la loi de 2018, comme d'autres lois depuis, ou en tout cas même la loi sur la protection du secret des sources de 2010, la loi Dati, pose problème en ce sens et permet aujourd'hui de lever la confidentialité des secrets des sources journalistiques pour la loi de 2010, un impératif prépondérant d'intérêt public. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et la loi de 2018, un soi-disant secret des affaires. Aujourd'hui, on se retrouve avec des secrets par exemple, parfois le secret des avocats, je pense à l'affaire Philippe Miller, qui devient plus important que le secret des sources journalistiques. Et ça, c'est très problématique parce que les sources journalistiques, c'est la base de l'information. Sans source, il n'y a pas d'information. Sans information, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat démocratique serein, sain. Et tout ça, ça vient toucher, ça vient ajouter des petites pierres. C'est souvent de façon un peu détournée, etc. Mais ça vient apporter vraiment, circonscrire en tout cas la protection de l'exercice journalistique. Et là, je pense par exemple à une proposition de loi aussi qui sera discutée à l'Assemblée nationale la semaine prochaine sur la proposition de loi Yadan qui se veut lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Ça aussi, cette loi, les 2 premiers articles posent problème parce que c'est des définitions qui sont floues, et qui viennent vraiment directement toucher à l'exercice de l'activité journalistique. Donc aujourd'hui, il faut faire vraiment attention et c'est pour ça que c'est bien qu'on en discute tous ensemble. Il y a une prise de conscience collective à avoir sur la loi, sur l'arsenal législatif qui encadre la profession journalistique, mais surtout votre droit à l'information. Voilà. Et le secret des affaires en est en effet un bon exemple. Et à l'époque, pour rappel, il y a 138 parlementaires, ce que tu rappelles très justement, en 2018, qui avaient signé une tribune, qui s'étaient élevés contre cette loi secret des affaires. Et aujourd'hui, on sent à la fois, il y a cette petite musique et cet arsenal législatif qui grandit et qui donne de plus en plus des outils au pouvoir. Et à la fois, dans les discours, j'allais dire, des politiques, mais le discours médiatique des personnalités publiques et des personnalités politiques, on sent, je ne sais pas si les collègues sont d'accord, qu'il y a de moins en moins aussi de soutien public et politique à la cause des journalistes, au secret des sources, contre le secret des affaires, etc. Et de moins en moins d'allant à nous soutenir, à prendre position, à prendre parti, quoi. Est-ce que, Sophie, tu es d'accord avec ça, de moins en moins de soutien, y compris politique, à la défense de la liberté de la presse des dessinateurs, par exemple ? Et puis tu évoquais tout à l'heure la question de la criminalisation, j'aimerais t'entendre là-dessus. Peut-être pour illustrer et abonder dans ce sens par rapport au dessinateur italien que je mentionnais tout à l'heure, quand il a appris qu'il faisait l'objet de cette procédure en diffamation de la part d'une autorité politique et de haut niveau, en fait, l'association de journalistes italiens qui était censée faire corps et le soutenir ne l'a pas d'emblée spontanément soutenu. Et il était même question que cette association prenne des sanctions contre lui. Donc là, on voit bien le glissement en fait, et le basculement qu'il peut y avoir. Donc ça, c'était juste pour illustrer ce Est-ce qu'on l'explique, lié au contexte politique en Italie ? Oui, alors lié au contexte et où effectivement le gouvernement italien multiplie les procédures judiciaires contre les médias. Alors là, du coup, c'est pas mon champ d'expertise, mais on sait qu'en Italie, c'est le contexte. Et donc, on voit bien par rapport à l'évolution d'un régime politique en Europe, comment ça peut basculer et où effectivement les médias, en tant que chien de garde de la démocratie, deviennent de plus en plus des acteurs qui sont pris pour cible potentiellement. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Et sur la criminalisation
Sur la criminalisation des dessinateurs de presse, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on observe au niveau international. Est-ce que je développe à ce niveau-là avec quelques exemples, en fait, mais très clairement, nous, ce qu'on entend par poursuite judiciaire abusive, ça va être des poursuites qui ne relèvent pas des limites à la liberté d'expression prévues par la loi, puisqu'évidemment, même en France, la liberté d'expression n'est pas absolue. Il y a des limites prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique. Donc ça, c'est quand les poursuites ne sont pas justifiées par de tels motifs, ce sont des poursuites abusives. Et puis aussi, il y a des poursuites qui instrumentalisent à des fins de le droit à des fins de criminalisation. Et c'est assez manifeste. Donc, comme le disait aussi Lofalp, c'est clair que en France, en fait, in fine, c'est au juge en fait, de statuer, bien sûr, mais à l'échelle mondiale, bien souvent, les systèmes judiciaires sont aux ordres de régimes autoritaires. Donc là, on identifie très facilement la dérive et la criminalisation. Alors, vous avez des dessinateurs de presse, alors notamment un dessinateur de presse en Égypte, Ashraf Omar, qui lui a fait un dessin critique sur la politique économique de l'Égypte et qui a été accusé d'appartenance à une organisation terroriste. Et là, ça fait plus d'1 an et demi qu'il est en détention provisoire tout à fait arbitraire. Donc ça, c'est un exemple en fait de criminalisation et on le voit de plus en plus où des accusations de terrorisme sont portées contre des dessinateurs qui n'ont fait qu'un dessin. Et là, en plus, un dessin juste sur la politique économique du régime égyptien. Donc c'est dire si là, la répression est féroce. Et même son épouse, en fait, a été convoquée à la police pour des accusations de terrorisme, puis relâchée ensuite. Donc la pression est très très forte. Vous avez des régimes comme l'Arabie Saoudite, où un dessinateur de presse, Al-Azza, est en détention depuis 2018. Il avait été condamné à 6 ans de prison. Et là, dans le cadre d'un procès secret cette année, l'année dernière, plutôt en 2025, sa peine a été étendue à 23 ans de prison. Et là, c'est un dessinateur qui a travaillé pour un journal qatari et en fait qui se voit reprocher d'avoir travaillé avec l'État qatari à un moment où l'Arabie Saoudite avait coupé ses relations diplomatiques, qu'elle a rétabli depuis avec le Qatar, et donc des dessins insultants auprès du prince saoudien, et qui se retrouvent du coup là sans aucune possibilité de recours. Alors je crois que dans les exemples que je cite, ce qui est frappant, c'est que les dessinateurs qui sont incriminés ne peuvent pas recourir au droit pour se défendre. On a encore la chance, nous, en Europe, de pouvoir utiliser le droit comme une arme pour se défendre face à ces attaques d'acteurs privés et ou publics qui attaquent. Et donc ça, c'est très précieux, évidemment. Mais plus proche de nous, je voulais aussi citer le cas de la Turquie, puisque du coup, la Turquie glisse vers un autoritarisme de plus en plus important. Et là, vous avez une dessinatrice de presse qui s'appelle Zehra, qui a été en procès pendant près de 5 ans pour un dessin alors jugé obscène par les autorités. Elle a gagné son procès après 5 ans de procédure, et ces 5 ans de procédure judiciaire, en fait, concrètement, ça l'a fait arrêter de travailler en Turquie. C'est-à-dire que le journal Leman, qui lui prenait des dessins, a dit j'arrête de prendre ces dessins parce que moi ça m'expose, donc plus de dessins, plus de possibilités de travail. Elle a dû partir en Europe en fait pour trouver d'autres opportunités professionnelles, et vraiment elle avait cette procédure comme une chape de plomb. Et là on retrouve bien l'idée du procès Bayon en fait qui vient empêcher le journaliste, le dessinateur de travailler, et elle a vraiment été très affectée par ça. Et là elle a gagné en première instance, mais les autorités ont fait appel, donc elle est repartie encore potentiellement pour encore 5 ans de procédure. Donc ça c'est un exemple. Et puis aussi il y a le journal satirique Leman, qui est un des rares encore journaux satiriques qui existait en Turquie, mais là il a été complètement muselé, poursuivi cet été suite à un dessin qui supposément représentait Mahomet, mais les 5 membres de la rédaction ont été visés, le dessinateur, ils ont été en détention provisoire, là ils ont été libérés mais ils sont en procès, et le journal a été fermé depuis. Donc il y a vraiment une volonté par ces procès en fait d'éteindre l'expression satirique, d'éteindre la voix du dessinateur. Et puis on le voit bien à travers le monde, il y a plein d'autres exemples, mais typiquement le dessinateur de presse en tant que journaliste se moque du pouvoir via son humour, et en fait du coup c'est souvent les régimes autoritaires ne supportent pas l'humour, et donc ils sont dans le viseur des autorités avec des peines et des poursuites, comme vous le voyez, très très lourdes et des conséquences absolument dramatiques. Merci beaucoup. On parlait de détournement de procédures. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, on a évoqué notamment les procédures devant les tribunaux de commerce. Qu'est-ce que ça implique et quel type de procédure cela recouvre ? Devant les tribunaux de commerce, du coup, c'est détourner le droit de la presse. C'est
Par exemple, là, le cas le plus, un des cas récents en la matière, c'est un journaliste qui s'appelle Philip Miller, qui travaille pour un média qui s'appelle Warning Trading, qui a écrit sur un cabinet d'avocats qui, en démontrant le management toxique de ce cabinet d'avocats, qui a ensuite attaqué le média devant un tribunal de commerce pour dénigrement et non pour diffamation, comme c'est encadré et comme c'est possible. Enfin, je veux dire, les journalistes ont des droits et des devoirs, la loi de 1881 encadre ça, mais là c'est une façon détournée d'attaquer un journaliste. En plus, une procédure devant un tribunal de commerce, ça coûte très cher, il faut des avocats qui sont spécialisés en la matière, donc c'est des choses qui sont pas anodines et ça vient complètement détourner un droit qui est là pour encadrer ce travail journalistique et qui vient vraiment chercher des outils qui sont complètement en dehors du cadre de l'exercice journalistique. Donc c'est un des détournements, un des contournements en tout cas de ce qui peut arriver, mais il y a d'autres enfin je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, mais il y a le tribunal de commerce, mais il y a aussi d'autres choses, d'autres éléments comme je pense à la mairie de Hénin-Beaumont par exemple, qui accumule le droit de réponse contre la Voix du Nord notamment en permanence, parce qu'ils refusent de répondre aux contradictoires que la Voix du Nord leur propose dans leur déontologie journalistique. Les élus locaux refusent de répondre à la Voix du Nord et ensuite demandent en permanence des droits de réponse aux journalistes. On parle de centaines de droits de réponse ces dernières années. Donc ça, c'est un moyen aussi de contourner ça, de bâillonner et de se dire en fait, on va arrêter d'enquêter sur les élus locaux s'ils continuent à ne plus vouloir nous répondre. Donc ça, c'est une dynamique qu'on constate beaucoup. Et je pense aussi à un autre élément qui est un petit peu en marge, mais qui me paraît aussi intéressant à développer ici, qui vise aussi en fait à faire taire les journalistes. C'est pour ça. C'est une enquête que RSF a publiée l'année dernière et qui est d'ailleurs nominée au prix à un des prix des Assises ce soir, sur les clauses de confidentialité, les clauses de silence qui bâillonnent les journalistes, qui est notamment une dynamique largement en cours au sein des médias du groupe de Vincent Bolloré. On a compté environ 500 journalistes qui ont signé ces clauses de silence, ces clauses de non-dénigrement, ces clauses de loyauté sur ces dernières années. C'est-à-dire qu'en quittant les médias du groupe de Vincent Bolloré, ils signent ces clauses qui en fait sont assez courantes dans les entreprises, de signer une clause de non-dénigrement, etc. En revanche, dans ces clauses-là, elles ont un périmètre absolument disproportionné, elles ont un caractère illimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des journalistes qui ont travaillé à Europe 1, par exemple, à iTélé à l'époque, qui aujourd'hui ne peuvent pas écrire sur Vincent Bolloré. Sauf que Vincent Bolloré, aujourd'hui, il détient énormément de médias, mais aussi une maison d'édition, mais aussi... en fait, c'est un capitaine d'industrie qui est aujourd'hui tentaculaire dans l'industrie française, mais pas que, et qui aujourd'hui, des journalistes ne peuvent pas exercer leur travail de journaliste, c'est-à-dire informer, parce qu'ils ont cette épée de Damoclès sur la tête. Je pense à Jean-Baptiste Rivoire, qui, pour avoir notamment témoigné dans un documentaire de RSF qui s'appelle Le Système B sur Vincent Bolloré, aujourd'hui a été condamné à il doit rembourser 150 000 € au groupe Canal. Donc là, la Cour d'appel de Versailles doit rendre sa décision en mai prochain sur ce point-là. Et en fait, c'est très problématique. C'est qu'aujourd'hui, on a des journalistes qui sont bâillonnés. Et d'ailleurs, je pense à Caroline Fontaine, par exemple, qui témoigne dans notre enquête, qui ont refusé de signer ces clauses-là, se retrouvent seuls. Parce que, en fait, c'est parole contre parole. Et quand ses collègues qui ne peuvent pas témoigner, par exemple, devant un conseil des prud'hommes, ou voilà, c'est vraiment, ça crée une espèce de chape de plomb et d'impossibilité, de non-possibilité de rentrer dans la machine Bolloré.
là, on évoque les journalistes et en introduction, on disait que les procédures bâillons, elles peuvent aussi concerner d'autres professions de celles et ceux qui documentent en fait le réel, notamment dans l'exercice du pouvoir, quel qu'il soit, économique et politique. C'est le cas aussi des lanceurs d'alerte, qui sont aussi, eux, concernés par ces procédures bâillons, Lucille. Oui, clairement. D'ailleurs, je conseille à tous, pardon, je ne l'ai pas mentionné, mais un livre de Sophie Lemaître qui est paru en septembre-octobre aux éditions de l'Échiquier, rue de l'Échiquier, qui s'appelle « Réduire au silence comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG ». Donc c'est plus large que les seuls journalistes, justement. Il y a aussi des avocats, des chercheurs, des lanceurs d'alerte, comme tu dis. Et en fait, tout ce microcosme, cet écosystème qui vous informe et qui est placé à différents endroits de la société et qui font qu'on peut, nous, vous informer correctement, et notamment quand c'est des choses sur votre santé, l'environnement, etc. Eh bien, ces gens-là, ils sont aussi sous le coup de ces procédures bâillons, potentiellement sous cette épée de Damoclès, donc aussi soumis à des grosses menaces de frais à rembourser. Je pense, par exemple, à cette femme qui a révélé, c'était dans une enquête de soit de Cache Investigation, soit de Vert de Rage, dans les vignobles bordelais, qui avait pris position, cette lanceuse d'alerte, pour indiquer qu'il y avait énormément de pollution, des pesticides dans les vignobles, etc. Vert de Rage. Et elle a été condamnée, quoi. Enfin, il y a vraiment eu une décision de justice rendue définitive et qui l'a condamnée à une somme à rembourser. Donc c'est quand même un signal aussi envoyé à tous les lanceurs d'alerte. Et puis pour revenir sur un autre signal très inquiétant qui fait aussi qu'il y a une forme d'autocensure et de blocage à la source de l'information, la source de l'information étant souvent un lanceur d'alerte, c'est que avec ces atteintes récurrentes et répétées de plus en plus qu'on voit sur le secret des sources dont parlait très bien Laure, le signal que ça envoie, notamment sur un cas, peut-être vous avez entendu parler du cas Ariane Lavrieux en 2024, cette journaliste de Disclose qui avait révélé l'affaire Sirli sur des exécutions extrajudiciaires entre la France dont la France se serait rendue complice auprès du régime main dans la main avec le régime égyptien, et donc il s'est fait perquisitionner à 5h ou 6h du matin chez elle, prendre ses disques durs, ses cahiers, son ordinateur, mettre en garde à vue pendant 39 heures, etc. C'est que le signal que ça envoie, c'est que c'est pas seulement donc nous les journalistes qui sommes visés, mais c'est que vous, si demain vous êtes lanceur d'alerte dans votre administration, dans votre entreprise, dans votre vignoble, dans votre village, eh bien même si vous avez totale confiance en là où le journaliste qui couvre votre affaire, en fait si elle est perquisitionnée demain par l'État et qu'ils viennent fouiller dans ses cahiers, dans ses ordis et dans tout ça, en toute impunité, eh bien oui, c'est glaçant et tu te dis en fait, est-ce que je vais continuer à témoigner? Est-ce que moi je vais solliciter tel ou tel média? Parce que même si je fais confiance, je dis n'importe quoi à Mediapart, à Blast, à Télérama, à France Télé ou au Figaro, oui, mais en fait eux ils peuvent être perquisitionnés et on peut aller fouiller dans leurs sources, donc ils vont remonter à moi, donc je vais être moi aussi, etc. Donc tout ça est très insidieux. Ça peut paraître un peu technique, un peu juridique. J'ai bien conscience que c'est des débats qui sont avec un fond, un background un peu justement juridique et tout, qui peut paraître un peu chiant, et j'en suis navrée, mais en fait les conséquences sont gravissimes et sont vraiment très inquiétantes pour la démocratie et pour nous tous, quoi. Vraiment, parce que c'est des vrais reculs insidieux qui sont à bas bruit, des trucs un peu judiciaires qui se passent dans les tribunaux de commerce, loin du regard médiatique, loin de l'attention du grand public, et même souvent loin de l'attention des journalistes, parce que même au sein de la profession, parfois, il y en a plein qui ne sont pas forcément au courant. Voilà, justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que RSF ou d'autres... Est-ce que RSF ou d'autres structures forment les journalistes justement aux conséquences des procédures bâillons sur l'exercice de leur métier, à la fois sur le cadre juridique, mais aussi sur les effets dont on a parlé à l'instant, de ces procédures bâillons sur leur travail? On ne fait pas de formation à proprement parler sur ce sujet-là, mais pour être honnête, on y réfléchit beaucoup. Parce qu'en effet, il est important qu'au premier chef, les journalistes, les médias soient informés de cette possibilité. D'abord, l'idée, c'est de rendre visibles ces procédures-là, de publier sur le sujet, de montrer cette accumulation de procédures pour que les journalistes aussi, eux, s'en emparent.
c'est aussi comprendre les enjeux qu'il y a autour. Bon là, effectivement, c'est un sujet assez technique, un peu juridique, mais de comprendre l'application dans le droit français d'une directive européenne qui vise à lutter précisément contre ces procédures bâillons-là. C'est en prendre conscience, c'est comprendre le périmètre aussi de cette directive-là, dont on discutera après plutôt dans les solutions, j'imagine, parce il faut porter un peu d'espoir aussi là-dedans. Et c'est vraiment aussi nous on travaille avec beaucoup d'avocats et donc on essaie aussi de mettre vraiment les journalistes en relation avec les avocats, avec le service juridique qu'on a à RSF qui est tout petit, mais en tout cas qui passe beaucoup de temps moi je fais un premier filtre, ensuite le service juridique lit les plaintes, essaie de caractériser ça, de voir comment on peut appuyer ça. Mais en fait, en ce moment, c'est plutôt les journalistes qui viennent à nous. C'est moins nous qui allons dire aux journalistes ohé, faites attention, vous pouvez être victime de procédures bâillons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a en effet que la partie émergée de l'iceberg et que beaucoup de journalistes se retrouvent sous le coup de procédures sans savoir comment vraiment s'en démêler, alors qu'en fait, elles ont toutes les caractéristiques, en tout cas, de ce qu'on pourrait définir comme une procédure bâillon. Mais il y a matière à former sur le sujet et à comprendre vraiment les enjeux qu'il y a derrière. Peut-être un mot, on peut peut-être rebondir sur la question des médias locaux, parce que dans le cadre des municipales, on l'a vu, les intimidations, les menaces, y compris de la part d'élus, ont été assez fortes ces derniers mois. Tu évoquais tout à l'heure le coût financier extrêmement important pour des petits médias d'indépendants locaux. J'aimerais qu'on en parle et qu'on raconte, par l'exemple, moi j'ai en tête celui de Sans Culottes en Vendée, qui a fait un travail extraordinaire sur la mainmise de Villiers en Vendée et les conséquences politiques sur le territoire. Est-ce que tu peux nous en parler quelques minutes ? Oui, en effet, les procédures bâillons, elles touchent tous les médias, mais on sent quand même que certains sont plus ciblés que d'autres. Parce que plus fragiles. Après, par exemple, je prends l'exemple, avant de passer aux médias locaux, de Mediapart, par exemple, qui aujourd'hui dédie 250 000 € par an pour répondre à des procédures judiciaires. C'est énorme. C'est énorme. Donc pour vous donner un peu une idée, là pour le coup d'un média à l'échelle nationale, mais un média indépendant. À l'échelle locale, en effet, l'addition elle est assez salée. En termes de procédures bâillons et en termes de coûts investis dans des procédures bâillons. Pourquoi ? Parce que les médias locaux et les médias indépendants locaux surtout sont davantage vulnérables, ont beaucoup moins de visibilité dans le paysage. Donc ça c'est un autre problème dont petite promo, dont on parle en fait dans ce rapport justement on a fait un état des lieux de l'information locale en France et justement une des pressions qu'il y a vraiment aujourd'hui sur les médias locaux, sur les journalistes locaux, c'est ces fameuses procédures bâillons qui s'accumulent et surtout qui amènent à la fermeture de médias. Et aujourd'hui dans des territoires qui sont en désertification médiatique. Nous, on ne parle pas de désert médiatique encore aujourd'hui en France, en tout cas à RSF, mais on parle d'une désertification médiatique dans certains territoires. Et je pense, par exemple, un des derniers en date, c'est la fermeture sous le coup de 17 procédures bâillons du mensuel d'investigation du Sud-Est, Le Ravi. Je pense aux médias d'investigation breton Splan, qui vient d'être attaqué en diffamation récemment par un groupe d'agro-industrie. Et je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Street Press aussi. Street Press, complètement. Ça, plutôt du coup, média national, mais complètement. Street Press, à un moment, ils ont vraiment toutes les semaines, ils recevaient ils ont eu une quinzaine de lettres recommandées, vraiment, pendant 2 semaines. Ça n'arrêtait pas. Là, tu as cité Le Ravi, qui ferme, Splan, qui ferme.
Pardon, Splan ne ferme pas. Non. Excusez-moi. Sans culotte qui a Sans fermé culotte qui a fermé. il y a quelques mois. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Et est-ce que c'est un mouvement global à l'échelle européenne notamment? Alors, c'est un mouvement global à l'échelle européenne, mais qui est vraiment et qui, du coup, fait monter la France dans le classement des pires, le top 3 des pires États en la matière, parce que justement, à l'échelle locale, ça s'accumule et ça s'accumule plus qu'ailleurs. Par exemple, en Italie, c'est plutôt les médias nationaux aujourd'hui qui sont attaqués, qui sont le coup de procédure Bayon. Aujourd'hui, les médias locaux sont vraiment devenus la cible, notamment ces procédures Bayon, elles sont historiquement plutôt de la part de milieu des affaires, de l'agro-industrie, mais aujourd'hui de plus en plus par des élus, notamment dans le cadre d'élections, là les élections municipales 2026, les élections présidentielles en 2027 qui arrivent très bientôt. C'est une stratégie aussi de faire taire parce que les investigations se poursuivent sur notamment des élus, etc. Donc là-dessus, il y a vraiment un profil type qui commence aussi à se dégager avec des structures, des personnalités aussi. Là, beaucoup d'exemples, en fait, moi, en cherchant pour le rapport et en discutant avec des journalistes, avec aussi beaucoup de structures ou de personnalités qui sont affiliées à l'extrême droite, avec une façon de venir épuiser les journalistes qui enquêtent sur ces sujets, et Street Press à l'échelle nationale, Street Press qui enquête sur l'extrême droite, en est un exemple aussi assez frappant en la matière. Et je rebondis le temps qu'Alexandre s'installe, Alexandre Buzine, qui est le dernier que tu vas introduire aussi, Nassira. Oui, bienvenue Alexandre. On te laisse te préparer tranquillement après tes problèmes de train. Mais pardon, je ne peux pas m'empêcher de te tendre une perche, Nassira, mais avec ce que dit Laure sur les élus qui se rendent de plus en plus aussi auteurs d'atteintes, le contexte des municipales et la violence, notamment par des procédures Bayon, mais cette violence, elle ne s'exerce pas que par des procédures Bayon, et tu as été victime très récemment d'une campagne absolument dégueulasse et extrêmement violente. Est-ce que tu veux en toucher deux mots? Peut-être que certains bien sûr. ici sont au courant, mais... Oui, c'est alors je publie le 11 février dernier un livre enquête sur la gestion municipale d'une ville en Seine-Saint-Denis, qui est une ville assez particulière parce qu'en fait c'est la première ville de Seine-Saint-Denis qui a basculé à l'extrême droite, ce qui est fou en y repensant à chaque fois, mais c'est vraiment le cas. C'est un maire LR qui a été donc élu en 2014. Le Blanc-Ménil, ça fait partie de ces villes du communisme municipal pendant 80 ans communiste, et puis en 2014, comme beaucoup d'autres villes, dès 2001 en Seine-Saint-Denis, a basculé à droite. En réalité, elle a basculé à l'extrême droite, c'est ce que j'explique dans le livre. Et toujours est-il que le livre donc sort le 11 février, donc un mois avant le premier tour des élections municipales. Déjà, sur le terrain, beaucoup d'intimidations que j'ai eues. On m'a suivi à de nombreuses reprises pendant l'enquête, et pas que Blanc-Ménil, dans les communes aux alentours, jusqu'à ce qu'on me vole mon matériel professionnel devant l'école de mes enfants, et je n'habite pas au Blanc-Ménil. Et donc, effectivement, le lendemain de l'élection, du deuxième tour de l'élection municipale, donc Thierry Mégnien, qui était donc ce maire jusqu'en 2021 officiellement et qui est devenu sénateur de la Seine-Saint-Denis entre-temps, candidat pour redevenir maire, donne une interview au Monde où il explique qu'il va porter plainte en diffamation contre moi à la suite du livre, parce qu'il est persuadé que le livre explique en partie sa défaite électorale. Il était persuadé de gagner au premier tour, il s'avère qu'il a perdu. Et donc il dit au Monde, je vais porter plainte en diffamation contre la journaliste Nassira El Modem. Bon, ok, c'est évidemment son droit le plus absolu, sauf que le problème, c'est les mots qui arrivent juste après. Il dit, je le cite, ce sont vraiment ces termes, je vais la fouetter, elle va mourir, je la tue. Et il m'insulte deux salopes. Et ça dans une interview tout à fait formelle au Monde, c'est-à-dire une interview dans un bureau de l'hôtel de ville pendant plusieurs heures, enregistrée, etc. Bref, tout ça pour dire que il y a cette plainte en diffamation qu'il a annoncée et qu'il annonce après la publication du livre, sauf que pendant toute l'enquête, moi j'ai enquêté pendant 6 ans, vraiment à de nombreuses reprises, j'ai été intimidée par, ceux qui sont autour de ce clan-là. Donc il y a vraiment aussi cette épée de Damoclès tout au long de l'enquête, avant même de publier quoi que ce soit. Et puis en fait, quand il annonce qu'il va porter plainte en diffamation, l'idée c'est aussi de me faire taire dans la promotion
de mon enquête auprès des habitants. Parce que c'est le cas évidemment au Blanc-Ménil, mais dans plein d'autres endroits en France. Tu parlais de notion de désertification médiatique. Il y a un véritable problème, c'est l'accès à l'information dans les collectivités territoriales, parce qu'il y a beaucoup de communication. Les élus sont outillés, dotés de plein d'outils. Ils ont évidemment tous leurs réseaux sociaux, un magazine municipal. Ils mettent souvent beaucoup d'argent dans la communication, et c'est une bonne chose évidemment de communiquer auprès des administrés, mais le problème c'est que, à contrario, l'information est quasi inexistante, quoi. J'en veux pour preuve, et vraiment je suis admirative du travail mené par les collègues du Parisien pour pouvoir rayonner partout en Île-de-France, mais en l'occurrence, par exemple, le Parisien, aujourd'hui, ils ont décidé, enfin c'est une décision qui remonte à quelques mois maintenant, de fusionner les rédactions des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Seine-Saint-Denis, c'est 40 communes déjà, avec des réalités territoriales, politiques, socio-économiques extrêmement diverses. Je ne vous parle même pas des Hauts-de-Seine, qui est donc un autre département autour de Paris, qui est un département avec d'autres sociologies. C'est le département de la Défense, par exemple. C'est là où on a tous les sièges sociaux des grandes entreprises. Je pense par exemple à Total ou à d'autres. Exactement, je crois que c'est le 2e département le plus riche après Paris. Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements les plus pauvres de France avant Mayotte. Donc voilà, c'est ce que ça dit aussi, ces menaces et ces intimidations sur la promotion d'un livre enquête mené pendant 6 ans, c'est le fait de ne plus raconter ces histoires-là au grand public. Et j'en veux pour preuve, enfin vraiment c'est hallucinant ce qui m'est arrivé, mais franchement ça arrive à d'autres journalistes dans plein d'autres communes en France. Il a réussi à faire censurer la vente de mon livre au Leclerc de la ville. C'est une ville de 60 000 habitants où il n'y a plus de librairie, puisque évidemment, on sait bien que les libraires sont subversifs et permettent l'esprit critique. Et quand il est arrivé en 2014, une des premières choses qu'il a faites en 2015, à la tête de cette ville, ça a été de retirer le marché public de la libraire, puisque en fait, elle vendait ses livres auprès de la municipalité, pour les écoles, pour la médiathèque. On sait que les marchés publics sont des éléments très importants du chiffre d'affaires des libraires indépendants qui ont bien du mal à boucler leur fin de mois. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a enlevé en fait ce marché. Bon, là, ça n'a pas loupé. Au bout de 2 semaines, elle a dû fermer et partir. Depuis, plus de librairie. 60 000 habitants quand même. Et donc, le seul endroit où on peut acheter des livres, c'est le centre Leclerc. Sauf que le patron du Leclerc est très proche de ce monsieur. Et donc, non mais c'est hallucinant, il y a des gens qui sont venus me voir et je l'ai vérifié puisque je me suis renseignée, j'ai enquêté et tout ça est vérifié. La direction a demandé aux vendeurs de ne pas mettre mon livre en rayon et de le mettre dans un tiroir du bureau du directeur. C'est hallucinant. Et donc quand les gens venaient pour acheter le livre, comme ils n'ont pas le droit de refuser de vendre, puisque c'est illégal, du coup ils ne refusaient pas officiellement de vendre, mais ils le mettaient de côté et ils le distribuaient au compte-gouttes quand ils le souhaitaient, quoi. Et donc vraiment il y a des gens qui m'ont dit, il y a plusieurs témoignages, en fait, on demandait le livre et on nous amenait dans le bureau du directeur, on nous ouvrait le tiroir et on nous en filait un comme ça, ou alors on nous disait faut revenir dans 2 jours parce qu'il est plus là, etc. Enfin bref, c'est une anecdote, mais voilà, tout ça pour dire que les procédures Bayon, il y a évidemment toutes ces procédures juridiciaires qui sont des plaintes en diffamation ou de détournement d'autres droits, qui donc du coup incitent, et c'est ce que vous avez expliqué très justement, les journalistes à devoir se défendre, à mobiliser de l'argent, du temps, de l'énergie des avocats, mais il y a aussi tout le reste des intimidations qui en fait pèsent sur l'exercice de notre travail, surtout quand on est sur des territoires très locaux, quoi, très locaux, quoi. Pardon, j'ai été longue. Est-ce que tu as porté plainte et est-ce que ta maison d'édition Stock t'a soutenu ? Je crois que oui. Oui, j'ai porté plainte au lendemain de la publication des propos dans le journal Le Monde, donc le 24 mars très précisément. Et j'ai la chance d'avoir le soutien d'une grande maison d'édition, puisque c'est Stock qui m'accompagne surtout, et notamment l'avocat de la maison d'édition. Et donc, pour les dernières informations, puisque la dépêche est sortie hier, le parquet de Paris, puisque la plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Paris, a ouvert une enquête il y a quelques jours, qui a été confiée à je ne sais plus quelle structure de la police judiciaire à Paris. Mais en tout cas, une enquête est ouverte là. Alexandre.
Pardon. Merci. Alors, comme je sais Alexandre pas trop... Bizine, du SNJ, merci beaucoup d'être avec nous. Écoute, on a bien brossé à la fois le cadrage, les angles morts aussi, le détournement de plein de procédures en dehors de la procédure Bayon en tant que telle. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur cette fameuse directive européenne qui doit être transposée dans le droit français pour justement lutter contre les procédures Bayon. D'abord, peut-être nous dire en quoi elle consiste, cette directive, et surtout, est-ce qu'on peut espérer qu'elle puisse améliorer le sort des journalistes face aux procédures Bayon? Merci Nassira. Bon, quand tu disais que voilà, ça arrive à d'autres journalistes qui étaient arrivés, mais je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où effectivement des menaces de mort par un parlementaire. Non, je parlais pas de ça précisément, mais voilà, je parlais de. On est quelque chose de vraiment oui, voilà, de gravissime, je pense, et la réaction très modérée, pour employer une méthode du Sénat, est quand même très problématique sur le sujet, parce que c'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé sur le sujet. Voilà. Oui, pardon. Alors, faut que je parle plus fort, me dit Lucille. Oui, alors donc, déjà, le fait qu'effectivement il y ait une directive européenne dite anti-SLAPP est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qu'il y a ce détournement du droit qui existe et qui est devenu un poison pour le débat démocratique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le principal problème de cette directive, qui doit être donc transposée normalement d'ici le 7 mai en France. On n'en a aucune nouvelle aujourd'hui. Enfin, on en a une toute petite nouvelle par le petit bout de la lorgnette. Donc, on se dit qu'une fois de plus, la France ne sera pas au rendez-vous pour être dans les temps. Je dis une fois de plus, puisqu'il y avait en août dernier, normalement, la transposition de l'EMFA, European Media Freedom Act, qui devait avoir lieu, dont on attend toujours la transposition. Il y a une procédure qui est pendante qui a été devant le Conseil d'État. Justement, on demandait cette application dans le cas de Challenge, du rachat de Challenge par Bernard Arnault. Et évidemment, tout le monde a botté en touche parce que tout le monde a reconnu que non, elle n'était pas transposée par l'État français. Donc, c'était assez problématique. Elle a été transposée dans d'autres États de l'Union européenne ? À ma connaissance, oui. Voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste au-delà des frontières quand même, mais voilà. Et puis surtout, après, il y a des dates qui existent, on doit les respecter. Voilà, on espère que ce soit avec le projet de loi sur les états généraux de l'information, dont on ne sait pas s'il verra le jour. Donc ça, c'est une chose. Et donc la procédure anti-SLAPP devait être aussi dans ce projet de loi, donc même interrogation. L'Union européenne, elle agit par rapport à ses compétences, qui ne sont pas nationales, mais qui sont transfrontalières. Et donc, en fait, le principal problème de cette directive, c'est qu'effectivement, elle ne s'attaque qu'aux procédures qui sont transfrontalières. Donc, des procédures où vous avez, par exemple, une entreprise dans un État et un média dans un autre, pour qu'il y ait une procédure Bayon autour de ça, déjà, c'est pas la norme quand même. Voilà, c'est ça. C'est moins de 10%, oui. Donc voilà. Donc ça c'est le premier problème. Donc la première chose pour transposer correctement cette directive, c'est qu'effectivement elle s'applique au droit national. A priori, d'après les éléments qu'on avait, la France entend effectivement l'appliquer au droit national et pas uniquement aux procédures transfrontalières. Bon, bonne nouvelle. Le deuxième gros problème de cette directive, c'est qu'effectivement, alors elle a des mécanismes intéressants. Mon prisme journalistique, c'est que je vais commencer par regarder ce qui ne va pas plutôt que ce qui va, mais la deuxième chose par rapport à ça, c'est quand même qu'effectivement, tout ce qui relève du pénal, normalement, n'en fait pas partie. Donc ça, c'est un vrai problème, puisqu'évidemment, le droit de la presse, c'est dans le droit pénal en France. Donc c'est-à-dire que les procédures Bayon seraient toutes celles qui auraient lieu en dehors du droit de la presse. Bon. C'est assez problématique. Alors on sait je pense que ça a été dit, mais que l'imagination est sans borne dans la matière, c'est-à-dire des entreprises notamment qui vont devant les tribunaux de commerce pour contourner justement les juridictions. Donc voilà, donc il y a des choses qui pourraient être effectivement touchées par ça, mais donc l'autre exigence qui peut y avoir, c'est qu'effectivement le droit pénal soit inclus dans ce périmètre des procédures Bayon. Là, par contre, effectivement, on avait plutôt une réponse négative au niveau du ministère de la Justice quand on a eu des éléments sur le sujet.
Voilà. Donc à partir de là, donc comme il y a urgence quand même et qu'on ne voit rien venir, il y a une tribune qui a été publiée dans Le Monde il y a quelques jours de ça, justement par un certain nombre d'associations, médias, collectifs et autres, qui justement appellent à une transposition dite ambitieuse, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la base de ce qui est prévu par la directive européenne. Donc évidemment, la première chose, c'est élargir le champ d'application. Donc l'ensemble des procédures, qu'elles soient transfrontalières ou purement nationales, inclure les procédures civiles et commerciales, mais aussi les procédures pénales, donc le droit de la presse. Après, effectivement, mettre en place le mécanisme de provision, ça c'est un élément qui est très intéressant, qui est mis en avant par la directive, c'est effectivement la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de provision, parce que dans les procédures bâillons, il y a le fait que ce soit des procédures dilatoires, que le but n'est pas de gagner au tribunal, mais de gagner du temps et de faire perdre de l'argent. Et donc il y a généralement, pour ne pas dire dans 99% des cas, une asymétrie financière entre l'entreprise, parce que c'est quand même souvent une entreprise qui attaque, et le média, le lanceur d'alerte qui se retrouve en face. Voilà. Et donc il y a justement la possibilité de créer un mécanisme de provision qui oblige à celui qui attaque à payer dès le départ des frais de justice et avancer des frais de justice pour corriger ce déséquilibre. Donc ça, effectivement, on plaide pour que ce soit transposé comme ça. Il y a le fameux mécanisme, voilà, c'est la principale caractéristique de cette directive anti-SLAPP, c'est un mécanisme de rejet rapide. Quand effectivement on voit que ça a toutes les caractéristiques d'une procédure bâillon, alors c'est vrai que la définition d'une procédure bâillon a une part de subjectivité, mais voilà, quand ça a tous ces mécanismes-là, effectivement il y a un mécanisme de rejet rapide pour éviter justement cette durée dans le temps. Bon, moi j'ai en tête effectivement le cas de Benoît Colomba avec Vincent Bolloré, où ça a duré 10 ans, il y a eu 10 ans de procédure quand même. C'est délirant, quoi. Puisqu'à chaque fois il attaquait, à chaque fois il perdait, il attaquait, etc. etc. Oui, Alexandre, on va peut-être dire un mot avant de donner la parole à la salle pour des questions sur les accompagnements qui sont proposés aux journalistes pour pouvoir affronter les procédures bâillons. Je pense notamment aux accompagnements juridiques, aux accompagnements financiers. Je pense au Fonds pour la presse libre, notamment, qui s'est doté d'un fonds dédié à... Pardon ? Voilà, le fonds Riposte, merci, dédié à justement aider financièrement les médias, les journalistes indépendants qui sont soumis à des procédures bâillons. Est-ce que à RSF, il y a ce type d'accompagnement, si oui, lequel? Et peut-être dire un mot sur le SNJ à ce sujet, Alexandre, et ensuite parole à la salle pour les questions. En effet, c'est une initiative vraiment salutaire, ce fonds Riposte. Donc c'est le fonds pour la presse libre avec Media Defense, qui est une organisation anglaise. Donc c'est vraiment, ça montre à quel point aussi aujourd'hui on a besoin de ce type d'initiative. À RSF, on a des bourses individuelles qu'on peut verser à des médias ou à des journalistes, et ça nous arrive, alors pas en France. Là pour le coup aujourd'hui c'est plutôt à l'échelle européenne, mais surtout internationale, en dehors de l'Europe, qu'on accompagne des journalistes effectivement dans des procédures judiciaires, souvent dans des régimes autoritaires. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir des financements aussi précisément sur ce type de procédure. C'est pour ça qu'il est important de le visibiliser, d'en parler. Et je trouve qu'effectivement cette tribune qu'on a rédigée, coordonnée conjointement avec plein d'organisations permet justement de mettre cette thématique-là dans le champ public. Donc nous, ça passe plutôt par de l'accompagnement au cas par cas, en fonction de nos moyens sur ces sujets, et par un gros travail de plaidoyer. Plaidoyer, c'est du lobbying positif. Donc c'est vraiment accompagner, proposer des recommandations fortes sur le sujet, et ensuite aller porter la parole auprès de parlementaires, auprès du gouvernement, pour que, aujourd'hui, on a besoin d'un sursaut politique sur la liberté de la presse et le droit à l'information en France. On attend un PJL depuis un projet de loi gouvernemental depuis 2 ans. On attend une transposition d'ici 30 jours sur cette directive européenne.
où sont les politiques qui veulent travailler sur ces sujets? En fait, ils sont de moins en moins nombreux. Il y en a quelques-uns, vraiment, dont je salue le travail, notamment Sophie Taillé-Polian, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Une des seules, ouais, il y en avait plus avant, mais il y en a de moins en moins. Voilà, donc, moi, juste pour mon mot de la fin, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur les procédures Bayon, que ce soit pour un projet de loi beaucoup plus large, les atteintes sont de plus en plus nombreuses en France. C'est des entraves subtiles qui parfois se voient moins que... Oui, ou pas, évidemment, pardon. Mais en tout cas, il y a effectivement parfois et justement, c'est le cas des procédures Bayon, c'est quelque chose qui est sournois, qui se propage comme ça, et voilà. Mais il faut en prendre conscience, il faut que les politiques en prennent conscience, et nous, c'est aussi notre job à RSF avec d'autres organisations de porter cette parole-là des journalistes, des problématiques qu'il y a vraiment directement sur ce sujet, quoi. Et Alexandre. Ouais. Alors bon, nous c'est pareil, on est un syndicat, on n'a pas forcément énormément de moyens, on essaye au cas par cas quand le besoin s'en fait sentir d'aider en étant partie prenante des procédures pour permettre de les financer. C'est l'un des enjeux aussi de cette transposition, c'est effectivement permettre aux personnes morales de pouvoir soutenir une personne cible de procédure Bayon. Et donc de pouvoir intervenir en justice à leur côté, pas se substituer, hein, c'est absolument pas l'objet, mais en tout cas pouvoir intervenir à leur côté. Ça c'est un enjeu. Et l'un des autres enjeux fondamentaux, effectivement, sur ce sujet-là, c'est de renforcer les sanctions, en fait, parce qu'il n'y a qu'une chose qui est dissuasive, c'est de taper au portefeuille. Voilà. Et ça fait partie des choses, et c'est-à-dire qu'effectivement, les amendes, elles servent à rien, sauf si effectivement, c'est une des possibilités, ça soit en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et là, effectivement, ça peut taper très fort et ça peut peut-être dissuader. Et la difficulté qu'on a par rapport à ce que dit Laure sur le sujet, c'est qu'effectivement, pouvoir faire du lobbying auprès du Parlement et des parlementaires, ça demande que ça passe devant le Parlement. Donc la PJL en question, on ne la voit pas venir. Et ce qui est actuellement, qui est en train sur le sujet, c'est un projet de décret. Donc il est possible que ça se passe uniquement par un décret, c'est-à-dire que ça ne passe pas par la loi, qui coupe toute possibilité de saisir le Parlement sur le sujet. Et ça, c'est un des gros risques qu'on vient d'identifier tout récemment. Et Lucille, un mot là-dessus. Oui, et sur l'OFALP, pareil, on invite tous les journalistes, là on en profite vu que c'est un espace où il y a pas mal de journalistes ou d'étudiants en journalisme, dans vos rédactions et partout ailleurs, à parler de l'OFALP en disant que si vous subissez une atteinte, il faut absolument que ce soit référencé quelque part. Et donc c'est le travail de l'OFALP, de l'Observatoire des atteintes à la liberté de la presse en France. Pour l'instant, on n'a eu qu'un rapport sur les atteintes 2024, que ce premier rapport, et qui est très loin d'être exhaustif, parce que les gens ne nous connaissent pas encore. Mais à terme, on espère que toute la profession sache qu'un observatoire existe et peut référencer leur cas, pour que toutes ces choses plus ou moins visibles, brutales, ou plus ou moins justement invisibles et sournoises, soient référencées quelque part et qu'on puisse les compter, qu'on puisse les analyser d'une année sur l'autre, voir un petit peu quels sont les domaines de spécialité qui sont plus touchés. Est-ce que c'est plus les journalistes environnement, corruption, éducation, santé, etc. Est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes? Est-ce que les médias locaux sont plus touchés que les médias nationaux? Est-ce que, etc. Tout ça, on pourra l'étudier, l'analyser et mieux s'en défendre et mieux le dénoncer si on l'a compté. Mais tant qu'on reste dans le flou, là vous le voyez sur la question des procédures Bayon, c'est particulièrement flagrant, on est dans le flou et donc on arrive moins bien à se défendre aussi, parce que quand on nous demande à chaque fois mais combien de cas, mais combien de... Bah oui, on est bien à la peine. Donc c'est un travail un peu ingrat, j'allais dire, de se compter et de faire ce travail de recensement, mais il est indispensable et donc pour ça on a besoin de vous et que vous nous confiez vos histoires, sinon elles resteront dans l'oubli. Peut-être juste non, aucun souci. Oui, bien sûr. Très rapidement. En fait, on a partagé avec vous une carte sur notre dernier rapport sur la situation des dessinateurs menacés. Donc, vous pouvez le télécharger par le QR code. C'est un rapport qu'on a établi avec nos partenaires, notamment Cartoonist Rights et Reporters sans frontières. Et évidemment, on a à cœur de participer à tous ces échanges sur ce qui se passe en France, mais au niveau européen, puisque vous verrez aussi que dans le rapport
rapport. Enfin, le contributeur sur la partie Europe, en fait, évidemment, est un dessinateur de presse et a très fortement conscience aussi du risque, en fait, des procédures bâillons pour les dessinateurs en France, au niveau européen. Et ça s'inscrit aussi dans un cadre où les dessinateurs de presse sont de plus en plus exposés aussi à des menaces en ligne sur le numérique. Et en fait, je pense que ça crée un sentiment un peu généralisé d'insécurité. Et évidemment, les poursuites judiciaires sont un de ces risques, et en particulier lorsqu'elles sont abusives. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Nassira, j'avais une question pour vous concernant le relais de ces menaces, comme vous l'avez dit, dégueulasses, de ce sénateur dans le journal Le Monde. En fait, pour avoir lu l'article, j'ai trouvé que le propos était relayé comme n'importe quelle citation, et j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, personnellement ? Je sais pas. En fait, moi, j'entends la question, et moi, je connais beaucoup le personnage parce que j'ai enquêté sur lui pendant 6 ans. Et en réalité, j'entends ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est vous pointez finalement une forme de froideur dans le relais de la citation. Je crois qu'en réalité, ça dit beaucoup aussi du pouvoir en question. Je ne sais pas si c'était la volonté de la journaliste, il faudrait l'interroger elle-même, puisque c'est elle qui l'a interviewée et c'est elle qui a écrit ce papier. On en a discuté, mais je ne l'ai pas interrogée sur comment elle voyait les choses, en fait, précisément à ce sujet-là. Mais moi, je trouve qu'en réalité, ça dit peut-être encore plus de la violence du personnage et de la violence de la gestion municipale qui a été la sienne, qui a été si loin qu'un cadre s'est défenestré du 14e étage. En fait, voilà, moi, c'est comme ça que ça me parle, en fait. Et je me dis que peut-être que c'est pas plus mal que ça a été relié de cette manière-là. J'entends ce qu'on a pu ressentir en tant que lecteur, mais moi, je trouve que ça rend visible quelque chose que j'ai voulu rendre visible en 500 pages de manière assez efficace en l'espace d'une ou deux phrases. Bonjour, Laurent Mauriac, je suis coprésident du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Comme il n'y a pas de représentants des syndicats d'éditeurs, je voulais vraiment dire que c'est un point qui rassemble toute la profession, qui rassemble les syndicats d'éditeurs aussi, qui sont très fortement mobilisés, que le SPIL a entrepris de faire un recensement auprès de ses membres de toutes les procédures bâillons, qu'on s'est rapproché de l'OFAL pour mettre ce travail en commun, et que aussi on dénonce très régulièrement des procédures bâillons qui concernent nos membres et puis au-delà, et qu'on fait fortement pression dans toutes nos rencontres, dès qu'on a l'occasion, avec des parlementaires ou avec les pouvoirs publics en général, de mettre ce sujet à l'ordre du jour et d'en parler. J'avais une question qui concernait effectivement l'aspect dissuasion et sanction, parce qu'effectivement, on voit bien qu'un des problèmes qui se pose, c'est que les plaignants sont insuffisamment dissuadés. Donc je voulais savoir, comme vous avez bien étudié le sujet, et j'imagine y compris dans sa composante juridique, qu'est-ce qu'il est possible de faire juridiquement pour qu'on puisse établir des abus, c'est-à-dire une fois que la procédure a eu lieu, si elle a lieu, parce qu'il y en a aussi qui se désistent au dernier moment, mais ça peut aussi rentrer en ligne de compte, mais une fois que la procédure a eu lieu, pour vraiment établir que la procédure a été abusive. Dire peut-être un petit mot, mais Laure ou Alexandre, vous me compléterez. Merci beaucoup d'avoir appelé ça. Merci beaucoup au SPIL aussi. C'est hyper important de se serrer les coudes dans ce combat. Je crois que 2 choses. La caractérisation, justement, on en parlait un tout petit peu au début, le caractère abusif d'une démarche d'une procédure en droit de la presse est très peu souvent, reconnu. Très peu souvent, il y a très peu de décisions de justice là dans les dernières années où ça a été vraiment reconnu, et où quand elle est reconnue, non mais vous allez rigoler, mais les indemnités, en tout cas les indemnisations des journalistes quand c'est reconnu, c'est 2 000 €, 3 000 €, mais après des fois des années de procédure, enfin ça couvre à peine. C'est vraiment ridicule et donc absolument pas dissuasif. Donc non seulement c'est très peu souvent, et ensuite les montants sont vraiment extrêmement minime, donc pas du tout dissuasif. Il me semble, pour essayer de regarder au niveau européen, avoir lu en préparant cette conférence, mais vraiment à vérifier, qu'au niveau européen, au Royaume-Uni, ils ont commencé ils ont surtransposé, et il me semble qu'ils ont mis en place un mécanisme qui fait que justement, mais il y a déjà plusieurs années, qui fait que justement, un espèce de collège d'avocats, en tout cas il y a tout un organisme ou de magistrats se réunit et peut statuer beaucoup plus vite sur
voir le caractère abusif ou pas d'une procédure judiciaire, et que là, il y a eu justement assez récemment, ou il y a 1 an ou 2, une première décision rendue et justement très dissuasive auprès d'un acteur qui avait fait une procédure j'allais dire outrageusement abusive, et avec pas une indemnité, mais une amende, entre guillemets, qui planait au-dessus de sa tête, qui était vraiment très grosse, et je dirais plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, donc, de livres. Donc voilà, mais donc, ça veut dire que ça peut-être exister ailleurs, et qu'il y a moyen de mettre en branle ce genre de dispositif, mais il faut une volonté politique, une volonté législative, etc. C'est plutôt là peut-être que ça pêche en ce moment. Oui, merci. Après, ça dépend un petit peu des cas de figure, parce qu'effectivement, en procédure civile, ça pourrait être écarté à un stade précoce. Il faudrait une modification effectivement du mécanisme. En matière pénale, c'est là où c'est un petit peu, ça serait une capacité effectivement à ce qu'il y ait des réquisitions de non-lieu plus rapides de la part du procureur de la République. C'est à chaque fois des cas un peu spécifiques. Et pour le cas des procédures qui sont avec instruction et dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse, ça pourrait être au niveau du juge d'instruction qu'effectivement il pourrait y avoir un mécanisme de rejet rapide s'il y a un certain nombre de choses qui sont établies. Donc c'est effectivement il y a aussi la question de la charge de la preuve à aménager certainement pour permettre des rejets rapides, puisque comme ces procédures ne reposent souvent sur rien ou pas grand-chose, et qu'on s'en aperçoit entre guillemets très tard, peut-être qu'effectivement un aménagement de la question de la charge de la preuve pourrait permettre d'écarter aussi plus facilement. Donc il y a des possibilités. Après, moi je pense quand même qu'effectivement l'un des points les plus importants au-delà du rejet rapide, mais je pense que ça va être il va falloir une pratique pour arriver à le mettre en place. Il y a aussi effectivement la sanction financière qui, pour le coup, peut être, si on est en pourcentage du chiffre d'affaires, je pense que ça peut faire réfléchir beaucoup plus un certain nombre d'entreprises sur le sujet. C'est bien en féminin, c'est dans le bouquin de Sophie Lemaire, page 218, ça s'appelle Solicitors Regulation Authorities. Il y a 70 dossiers qui sont actuellement à l'étude, et il y a un premier cas avec une amende à la clé de 50 000 livres, là en 2024. Merci pour vos interventions. J'ai 2 questions. Une, le droit de la presse sous l'angle diffamation est assez bien connu. Pourriez-vous expliciter les particularités sur la notion de dénigrement? C'est la première question. Et la deuxième, qui n'a rien à voir, c'est quelle est la situation de la liberté de la presse en Hongrie? Régime qui me semble légèrement autocratique ou en voie d'autocratisation. Qui veut répondre sur le dénigrement? Diffamation. Une réponse à Hongrie déjà. Le micro. Excuse-moi Alexandre. Hop. Pendant que tu réfléchis. Hop. Tiens, sur la Hongrie. Je ne suis pas spécialiste de la Hongrie, mais je vais parler au nom de mon collègue qui travaille sur la Hongrie à RSF. Donc ça va être très détaillé, mais oui, en effet, la situation de la liberté de la presse en Hongrie est très problématique. Ça a commencé dès 2010 avec l'arrivée de Orban au pouvoir, et c'est la mise au pas de tous les médias de service public qui sont transformés en médias d'État aujourd'hui, en porte-voix gouvernementaux. C'est la fermeture de tous les médias indépendants. C'est l'impossibilité aujourd'hui pour les journalistes, ou en tout cas une très faible possibilité d'enquêter sur le pouvoir en place. C'est un arsenal législatif qui n'encadre, ou en tout cas qui protège très peu l'activité journalistique. En tout cas, c'est vraiment le plus mauvais élève en la matière en Europe. Voilà. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les médias de service public au sein de l'Europe, donc c'est plutôt là-dessus que je mettrai l'accent. Mais quand Orban est arrivé au pouvoir, c'est la première chose à laquelle il s'est attaqué. C'est les médias de service public. À méditer. Alexandre. Et ce sera, la dernière réponse, parce que le temps file. C'est un petit peu compliqué.
c'est subtil. Enfin, la différence entre dénigrement d'un côté et qui est sur le volet commercial, donc tribunal de commerce, et diffamation de l'autre. Nous, par principe au SNJ, on est contre tout contournement qui viserait à aller sur un tribunal de commerce, pour une raison très simple, c'est que la loi sur la liberté de la presse, elle est très bien faite en France, assez bien pour qu'effectivement on puisse sanctionner les excès de liberté de la part de la presse, c'est normal, mais par contre qu'effectivement il n'y ait pas d'amende qui soit prohibitive, qui soit à même de couler un média. Et voilà. Et alors que pourquoi certains vont devant les tribunaux de commerce, c'est parce qu'effectivement ils peuvent réclamer des dizaines de milliers, des dizaines de millions d'euros. Cas célèbre, effectivement, Vincent Bolloré qui attaque France Télévisions sur une repasse d'un documentaire, il leur demande devant le tribunal de commerce 50 millions d'euros. Alors, ils ne vont pas être condamnés, mais simplement ils doivent le provisionner dans leur compte. C'est la règle comptable. Donc ça fait forcément peser tout de suite quelque chose. Et donc le dénigrement, c'est effectivement quand on est sur un caractère commercial, donc notamment quand ça s'attaque à une entreprise et qu'on peut considérer qu'il y a des histoires concurrentielles ou autres. C'est assez subtil sur le sujet, donc c'est pour ça qu'il y a cette subtilité qui permet des fois effectivement d'aller devant le tribunal de commerce. Bon, moi j'ai un cas récent malheureusement qui s'est terminé devant le tribunal de commerce où non seulement effectivement le média et le journaliste ont été condamnés dans un premier temps. Moi, je ne sais pas si les tribunaux de commerce ont vraiment la compétence pour ça. Enfin, j'ai ma réponse, mais vous la comprendrez par antiphrase sur ces sujets-là. Et puis, par ailleurs, effectivement, pour pouvoir faire appel, vous devez commencer par vous acquitter de ce à quoi vous avez été condamné en première instance, 38 000 euros. Vous commencez par payer 38 000 euros et après vous pouvez faire appel. Donc vous imaginez effectivement tous les problèmes que ça peut poser. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si la loi pouvait permettre d'éviter que ces dérives-là arrivent, que ça aille devant les tribunaux de commerce et que ce soit rejeté dès qu'on saisit ce type de tribunaux, ça serait une très bonne chose. Mais voilà, sinon c'est assez subtil, voilà, la différence entre les deux. Il y a une part de subjectivité quand même. Merci à vous tous d'avoir aidé à nous éclairer sur les procès d'Urbaillon. Merci à vous d'avoir été là et on poursuit.